Dimanche 26 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les informations de ce jour, page faits divers pour commencer. Concernant la plainte contre Lola Rassoua-Maher, au propriétaire du quotidien La Gazette de la Grande Île, la plaignante a tenu cet après-midi un bref point de presse sur cette affaire. Il s'agit d'une tentative d'extorsion de fonds dont le montant s'élève à 885 millions d'ariars selon Victor Azak Brigitte. Cette femme opérateur économique a également dévoilé à la presse qu'outre les menaces, les graffitis, la calomnie ont été inscrits sur les murs de son quartier. À noter qu'une autre personne a été placée sous mandat de dépôt avec Lola Rassoua-Maher hier sur cette affaire purement privée. Un délit de droit commun sans aucune relation avec un quelconque délit de presse. Miarvoulat-Sfer et Braz Denilson nous en dit plus. Victoire Azak Brigitte, épouse du consul d'Italie et une fille d'un ancien ministre de l'Énergie, a brisé le silence concernant l'affaire Lola Rassoua-Maher, dont elle est la plaignante. Selon ses explications devant la presse cet après-midi, les faits s'articulent autour d'une tentative d'extorsion de fonds, de menaces, de diffamation et d'injures. Sur la base d'un contrat établi et signé en 2019, qui à ce jour laisse la plaignante créditrice, Lola Rassoua-Maher, patron de la Gazette de la Grande Île, a voulu contraindre celle-ci à lui verser la somme de 885 millions d'ariars, montant arbitraire à propos duquel Lola Rassoua-Maher n'a apporté aucun justificatif malgré les demandes répétées de l'opératrice économique. Selon toujours les explications, les seules réponses du patron de presse consistaient en des menaces de détruire la dame, sa réputation et sa famille. Et depuis le mois de février, selon toujours la plaignante, plus de 40 graffitis la calomniant ont été inscrits sur les murs de son quartier avec des harcèlements moraux, continus verbaux et écrits. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, Victoire Azak Brigitte a porté plainte. La justice a saisi l'affaire et hier, Lola Rassoua-Maher et son complice, Angel Salamanian Fitch, ont été placés sous mandat de dépôt à Atanmour. La plaignante a expliqué qu'elle dispose des preuves entre les mains, mais elle ne peut pas les dévoiler à la presse vu que l'affaire est encore en cours. Il convient de souligner que cette affaire n'engage que 2 personnes dans un cadre privé. Il ne s'agit donc aucunement d'un délit de presse. Un homme habitant Muramang avait disparu. Il a quitté sa maison pour assister à un culte dimanche dernier. Des recherches et une enquête effectuée par la famille a permis de savoir qu'un corps a été retrouvé à Soualazen et a déjà été enterré du fait que personne ne le connaissait. La famille est venue sur les lieux et a reconnu le père de famille d'après les photos prises par ceux qui ont découvert le corps. Tanzana Ranji nous en dit plus. Un homme de 62 ans appelé Rakut Jadzon André a disparu le dimanche 12 mars 2023. Selon les témoignages de la famille, il a quitté son domicile pour aller assister à un culte au sein du temple FJKM d'Amwichanzavid dimanche dernier dans la matinée. La famille s'est étonnée quand il n'est pas rentré à midi alors que son téléphone était éteint. Les membres de sa famille ont commencé à s'inquiéter et ont procédé à sa recherche. C'est avec stupéfaction qu'ils ont ainsi entendu que les habitants de la commune de Soualazen ont retrouvé un corps le lundi 13 mars dernier et qu'ils l'ont déjà enterré. La famille a pu reconnaître leurs proches grâce aux photos que ceux qui ont découvert le corps ont prises. Selon sa famille, le sac du défunt qui contenait de l'argent ainsi que son téléphone avait disparu. On l'a également dépouillé de ses habits et de ses chaussures. La famille suspecte un acte criminel et lance un appel à l'endroit des autorités compétentes. Le corps a été déterré puis emmené par sa famille pour être inhumé dans la tombe familiale. Dans les informations sociales, seulement 10% des terres arables dans le camp pénal d'Andaloas, dans la commune d'Antsakal, la région d'Iana, sont exploitées. Les détenus y cultivent du manioc et du maïs. Ces derniers ambitionnent de produire jusqu'à 18 tonnes, mais divers facteurs les empêchent de le faire. Ils ont ainsi discuté sur ce sujet avec la ministre de la Justice venue sur les lieux. Reportage de Aniena Martina et Zahra Djanso. Le camp pénal d'Andaloas est situé à 59 km de la ville d'Antsran dans la commune d'Antsakal. Environ 31 détenus y font de la culture, plantant du maïs et du manioc. Sur une surface de 118 hectares qui peut être cultivée, seulement 10 hectares sont exploités par les détenus selon les explications. Ils ambitionnent pourtant d'augmenter la production à 18 tonnes.
Afin d'atteindre cet objectif, les détenus avec les agents pénitentiaires ont discuté du sujet avec la ministre de la Justice et ils ont exposé leurs souhaits devant la garde des Sceaux Malagasy. Ce camp pénal d'Indoualoise d'Ansakal est isolé. La ministre de la Justice actuelle est la seule haut responsable à être venue sur les lieux depuis son existence. Et selon les explications des médecins, nous sommes actuellement dans la période de la peste. La lutte contre cette maladie requiert de la vigilance, surtout dans les lieux où des cas ont été confirmés. C'est un retard de la prise en charge qui entraîne la mort selon les explications. Reportage de Cécilia Anena Martina sur les images de Nzaranjensu. La saison de la peste va du mois d'août jusqu'au mois d'avril chaque année. Durant ces 8 mois, des cas peuvent se manifester à tout moment, surtout dans la partie centrale du pays. La peste est une maladie apportée par les puces des rats qui portent des virus de cette maladie. Elle se propage vite. Dès que des cas de peste ont été confirmés par les autorités sanitaires, des mesures doivent être prises, mais surtout la vigilance de tout un chacun est requise selon les explications. En 2022, 161 cas de peste ont été recensés et 32 personnes ont perdu la vie. La peste est une maladie que l'on peut facilement soigner actuellement. En général, c'est le retard dans la prise en charge qui entraîne les cas graves, voire la mort. La peste s'achève avec la fin de la saison des pluies dans le pays. Selon l'enquête de l'OMS en 2022, ce sont les feux de brousse qui favorisent la manifestation de la maladie. Toujours dans cette page santé, le nombre de personnes malades dans la commune de Mitsins-Betamane, dans le district de Tuliara 2, a connu une hausse du fait du passage du cyclone Freddy. La plupart sont victimes de maux de ventre, de paludisme ou encore d'affections des voies respiratoires. Ils ne bénéficient pas non plus de soins du fait de l'éloignement des centres de santé, sans parler du manque de moyens. L'État a mobilisé des services de soins de proximité avec les partenaires comme l'UNICEF durant 20 jours dans cette localité du sud du pays par le biais d'une clinique mobile. Reportage de Fener Gotorsoul et Asnara Fanzanari. Les habitants de la commune de Mitsins-Betamane, dans le district de Tuliara 2, doivent effectuer entre 4 à 5 km à pied pour rejoindre un CSB. Sans parler du fait qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner, car la plupart sont des paysans dont les biens ont été ravagés par les intempéries. Le passage de la clinique mobile dans le Fukuntan de Befanampi, dans la commune de Mitsins-Betamane, dans le district de Tuliara 2, a grandement aidé la population. Cette mobilisation sanitaire est une initiative du ministère de la Santé publique en partenariat avec l'UNICEF pour la population victime des intempéries. Pour ce Fukuntan, environ 500 malades devaient se faire soigner auprès de cette clinique mobile, selon les explications des responsables de santé. Le personnel de cette clinique mobile procède à des consultations médicales, des vaccinations pour les enfants de moins d'1 an qui n'ont pas encore été vaccinés, mais aussi contre le Covid, des échographies et des dépistages de la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans, selon les explications. 80% des travailleurs dans tout Madagascar sont dans le domaine du paramédical. Bon nombre de centres de santé sont gérés par ces agents paramédicaux. Durant leur assemblée générale qu'ils ont tenue vendredi dernier à Ndavamamba, ils ont montré leur volonté de poursuivre leur engagement en octroyant des services de soins de qualité. Reportage signé Anena Martina Nzaranjansu. La plupart des communes de Madagascar ont un CSB2. Selon les normes des services de l'Organisation des Nations Unies pour la santé, ce sont les médecins qui doivent tenir un CSB2. Pourtant, bon nombre de centres de santé sont gérés par les sages-femmes ou des infirmiers, selon les statistiques, surtout pour les CSB les plus éloignés. Dans l'exercice de leur métier au quotidien, ce sont les agents paramédicaux qui sont les plus proches de la population dans l'octroi des soins au sein des centres de santé. Selon le président du syndicat des paramédicaux, seuls ceux qui sont en exercice doivent être protégés dans leurs droits. De ce fait, le droit syndical n'est pas un blocage dans l'exercice de leurs fonctions. L'association des paramédicaux avec les associations des syndicats ont tenu une assemblée générale et de présentation de vœux de la nouvelle année vendredi à Ndavamamba. Ils ont également démenti le fait que certains paramédicaux prévoyaient une manifestation. Dans les actualités internationales, la Chine et le Honduras ont établi aujourd'hui des relations diplomatiques. Un revers régional pour Taïwan qui perd encore un allié et dénonce les coercitions et intimidations de Pékin. France 24. Coup dur pour Taïwan.
Le Honduras faisait partie des 14 derniers pays à reconnaître officiellement l'île. Mais ce samedi, le pays d'Amérique centrale a rompu ses relations diplomatiques, estimant que Pékin est le seul gouvernement légitime pour représenter toute la Chine. Cette rupture diplomatique affaiblit Taïwan, qui dénonce une manipulation financière de Pékin. Nous tenons à avertir Pékin que ces tentatives d'attirer nos alliés diplomatiques avec de fausses promesses afin de resserrer notre espace diplomatique ont gravement nui aux sentiments du peuple taïwanais et accéléré la divergence des relations dans le détroit. Le ministère des Affaires étrangères tient à souligner que Taïwan est une nation souveraine, c'est un fait. Une nouvelle victoire diplomatique donc pour la Chine qui accroît son influence en Amérique latine. Mais Washington met en garde le Honduras. Selon le département d'État américain, même si sa décision d'abandonner Taipei est souveraine, le Honduras ne doit pas oublier que Pékin ne tient pas toujours ses promesses. Nous encourageons vivement tous les pays à élargir leur engagement avec Taïwan et à continuer à se tenir du côté de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence et du respect des lois. Désormais, seulement 13 pays reconnaissent Taïwan. Pékin, pour qui l'indépendance de l'île constituerait un casus belli, cherche depuis plusieurs années à isoler diplomatiquement le gouvernement de Taipei. Les États-Unis, eux, restent leur principal allié. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé hier que la Russie allait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Kiev a estimé aujourd'hui que Moscou prenait Minsk en otage nucléaire et a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que l'OTAN a qualifié la rhétorique nucléaire de la Russie de dangereuse et irresponsable. France 24 nous en dit plus. Alors, je n'ai pas vu de réaction en fait des autorités, ni du président, ni du ministre des Affaires étrangères. À la télévision, ce soir, il y avait un débat avec différents experts qui commentaient notamment cette nouvelle et il ne semblait pas vraiment y voir une grande escalade. Il disait qu'il ne s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait une réaction de l'OTAN à cette annonce du stockage d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. D'autres commentateurs ont rappelé que la Russie a déjà des armes nucléaires stockées à Kaliningrad, qui est même plus près de l'OTAN. C'est cette petite province russe frontalière avec la Pologne et la Lituanie depuis longtemps. Alors c'est un peu comme Poutine le dit, rien de nouveau, sauf que quand Poutine le dit, il est clair que la Russie a envie de susciter des craintes chez les Ukrainiens et je pense surtout chez les Occidentaux. Et la grande crainte des Ukrainiens, avant tout, c'est que les Occidentaux ne tombent dans le panneau. Pour les Ukrainiens, il n'y a rien de nouveau. Depuis le début de cette invasion à grande échelle de l'Ukraine, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire et il l'a fait de manière très très explicite en septembre, juste avant ces pseudo-référendums que la Russie a organisés dans 4 parties d'Ukraine où les Russies ont une présence, où la Russie a une présence militaire, les référendums d'annexion. Avec ces référendums, Vladimir Poutine avait dit qu'il allait déclarer que maintenant ces 4 régions d'Ukraine faisaient partie de la Russie et que si l'Ukraine les attaquait, la Russie utiliserait toutes les armes à sa disposition pour les défendre, sous-entendant absolument clairement que la Russie utiliserait l'arme nucléaire. Elle ne l'a pas faite. L'Ukraine a bien repris la ville de Kherson et d'autres endroits occupés par la Russie et la Russie n'a pas utilisé l'arme nucléaire. L'analyse prédominante en Ukraine, c'est que tout simplement, ce ne serait absolument pas utile pour la Russie d'utiliser des armes nucléaires dans ce conflit. L'utilité de cette arme est d'essayer de faire peur. Et donc, la réponse correcte à avoir, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas changer de cap face à ce genre de menaces et ce genre de rhétorique. Ça, j'ai bien dit, l'analyse dominante. Bien sûr, il est aussi possible de trouver des gens en Ukraine qui ont peur. Finalement, c'est assez humain d'avoir peur quand on a un voisin avec des armes nucléaires qui n'arrête pas de menacer de les utiliser. Mais l'analyse genre sobre proposée plutôt par les intellectuels et les dirigeants ukrainiens, c'est toujours de dire, mais regardez, ils ne l'ont pas fait quand ils ont menacé de le faire. Ils ont bien raison de ne pas l'avoir fait parce que ce ne serait pas à leur avantage finalement.
Et face aux manifestations massives qui se poursuivent en Israël, le ministre de la Défense a appelé le gouvernement à suspendre sa réforme de la justice. Le décryptage de Pierre Bertolo, directeur de la revue Orient Stratégique et Recherche, sur le micro de France 24. Il y a une véritable menace sur la coalition puisque il y a plusieurs membres donc, du Likoud, le parti de Netanyahou, qui s'y oppose pour le moment à cette réforme dans les conditions dans lesquelles elle est proposée. Il y a aussi l'ancien président de la Knesset qui est membre du parti. Donc, clair, il n'y a pas de consensus. Donc, il y a deux solutions. Soit il y a, la loi est carrément suspendue ou annulée, mais ce serait quand même une défaite pour Netanyahou. Soit il va tenter peut-être de trouver un moyen de la faire passer en l'adoucissant d'une certaine manière pour ne pas perdre la face. Mais c'est clairement un échec provisoire, en tout cas, pour Netanyahou. Et le fait que ce soit le ministre de la Défense qui s'exprime, eh bien, ça montre clairement quel est le problème de cette loi. Enfin, un des problèmes, c'est qu'elle n'a pas l'assentiment, par exemple, de beaucoup de réservistes de l'armée. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de risque pour la sécurité d'Israël. Et ne serait-ce qu'à très, très court terme, ça fragilise la position d'Israël, puisque s'il devait mener une guerre sur plusieurs fronts, contre le Hamas, contre le Hezbollah, par exemple, contre l'Iran, eh bien, on voit que sa position d'emblée est vulnérable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité sur ce. Très bonne soirée sur Viva.